Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au salon de lecture Jacques Kerchage du musée du Quai Branly pour un parole d'histoire consacré au livre d'Hélène Blay, L'Empire de la nature. Merci à Rachel Marzouk, Julien Brachammer, à toute l'équipe du Quai Branly pour avoir organisé cette séance qui donc sera enregistrée, diffusée dans le podcast Parole d'histoire que j'anime. Bonsoir Hélène Blay. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire à l'École normale supérieure et donc vous avez publié aux éditions Champvallon, dans une très belle collection qui s'appelle L'environnement a une histoire, un livre intitulé L'Empire de la nature, une histoire des jardins botaniques coloniaux, fin XVIIIe siècle, année 1930. Peut-être pour commencer, on peut définir ensemble ce que vous entendez par jardins botaniques coloniaux, parce que des jardins botaniques, il en existe depuis longtemps, il y a même des civilisations anciennes qui avaient leur forme de jardins botaniques, mais là vous identifiez quelque chose qui prend forme à la fin du XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme du jardin botanique colonial ? Alors, le jardin botanique, c'est un objet assez fluide, effectivement. On a des définitions aujourd'hui qui expliquent qu'un jardin botanique se définit par le fait qu'il y a une organisation scientifique, une classification des plantes vivantes, un étiquetage, et que c'est un lieu ouvert au public, un lieu de formation, d'éducation et de recherche scientifique. En fait, cette définition très contemporaine de l'Association internationale des jardins botaniques, elle correspond assez bien, parce qu'elle est très ouverte et large, à ces jardins dont je parle dans cet ouvrage, qui sont des lieux créés au moment des conquêtes coloniales, dans la plupart des cas, donc au moment où les Européens commencent à organiser le territoire. Ils mettent en place toute une série d'attributs liés à la manifestation de leur pouvoir. Ils reconstruisent les villes, enfin les détruisent puis les reconstruisent. Et dans ces villes, presque systématiquement, installent un jardin qui est un jardin botanique parce que c'est un lieu qui est présenté comme un lieu de science, un lieu où l'on va étudier les plantes et surtout, dès la fin du XVIIIe siècle, essayer de repérer celles qui pourraient être le plus rentables pour la colonisation du territoire en question. Du coup, ça amène peut-être à évoquer les différents termes qui circulent, que vous avez regroupés ici derrière le jardin botanique colonial. Il est question parfois de jardin d'essai, de jardin tropical, de jardin d'acclimatation. Alors, est-ce que ça renvoie à une même réalité ou est-ce qu'il y a des variantes de ces jardins botaniques coloniaux ? Alors, les deux, ça renvoie à une même réalité parce qu'il y a un certain nombre de jardins qui changent de dénomination au cours de la période que j'envisage, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe jusque dans les années 30. Dans les années 30 du XXe siècle, on pourra revenir sur ces bornes chronologiques. Par exemple, le jardin botanique de la Réunion, de l'île de la Réunion, s'appelle au départ, il a été créé en 1820, il s'appelle le Jardin des plantes sur le modèle du jardin du Muséum d'histoire naturelle à Paris, Jardin royal des plantes. Puis, avec la fin de la royauté et surtout une modification dans l'organisation du jardin qui est confiée à une société d'acclimatation, il devient jardin d'acclimatation pendant le temps de cette gérance par la société, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, pour ensuite être à nouveau appelé jardin botanique. Donc, ça renvoie souvent à des statuts différents, mais pas forcément. Ça renvoie aussi à des habitudes en fonction des territoires. Au Maghreb, dans le Maghreb colonisé par les Français, les trois jardins, celui d'Alger, celui de Tunis et celui de Rabat, sont dénommés jardins d'essai. L'essai, le terme d'essai renvoyant à ces tentatives d'acclimatation, justement, que l'on évoquait tout à l'heure. Alors, on a parlé de ces jardins qui naissent dans les espaces colonisés, mais en fait, il y a une double réalité de ces jardins, puisqu'il y a des jardins en métropole, à Londres, à Paris, il y a des jardins dans les colonies. Alors du coup, comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est les mêmes ? Est-ce qu'ils sont en miroir les uns des autres ? Vous avez parlé du jardin du Muséum d'histoire naturelle à Paris, dans le 5e arrondissement, mais il y a aussi des jardins en Indochine, il y a aussi des jardins en Afrique, au Maghreb, on vient de le dire. Donc voilà, est-ce que c'est en miroir l'un de l'autre ? Comment ça fonctionne ? Alors, ça ne fonctionne pas de la même manière selon les empires, parce qu'il y a des traditions un peu différentes, des manières de s'organiser un peu différentes.
Le modèle le plus prégnant, parce que c'est là qu'il y a le plus de jardins botaniques, c'est l'Empire britannique. Et dans l'Empire britannique, vous avez une centralisation très forte autour du grand jardin du sud de Londres qui s'appelle Kew Gardens, que vous connaissez peut-être, qui sont des jardins botaniques très imposants sur plusieurs centaines d'hectares et qui sont le lieu d'où, dès le dernier tiers du XVIIIe siècle, sont organisées à la fois les collectes de plantes venues des colonies et la rediffusion de ces plantes ou de ces graines ou dans les jardins botaniques des colonies. Donc on a un lien très fort entre les décisions prises par les botanistes de Kew Gardens et ce qui se passe dans les colonies. C'est eux qui décident d'envoyer des plants de quinquina, des plants de canne à sucre dans telle ou telle colonie et qui demandent au directeur des jardins botaniques de rendre compte de leurs essais dans leur jardin. Donc ça, c'est un modèle qui est très apprécié pour des historiens et des historiennes parce que ça produit des archives très bien organisées. Les directeurs des jardins des colonies envoient sans cesse des rapports où ils doivent tout raconter sur ce qui se passe dans leur jardin, ce qui explique qu'on connaît bien mieux en fait cette histoire des jardins botaniques britanniques que d'autres histoires. Après, il y a d'autres modèles, ce modèle très centralisé qui reprend des choses qu'on connaît bien entre le centre et la périphérie en matière de gouvernement colonial, sont parfois différents. Par exemple, les Hollandais, eux, n'ont pas de jardin botanique important dans la métropole, mais vont créer dans l'une de leurs colonies, aux Indes néerlandaises, donc sur l'île de Java, un très important jardin botanique à Buitenzorg, qui était la capitale coloniale, le lieu où résidait le gouverneur, qui va, tout au cours du XIXe siècle, devenir un centre mondial de la botanique. Un centre pour la botanique néerlandaise et ses applications à Java, mais aussi un lieu qui attire des savants du monde entier, comme pourrait le faire une grande institution scientifique européenne. Et puis, dernier type de modèle, on a cette histoire du Muséum d'histoire naturelle, du Jardin des plantes de Paris, qui joue un rôle difficile à caractériser parce que très dépendant des savants qui y travaillent tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Mais grosso modo, et pour le dire très vite, le Muséum d'histoire naturelle va s'intéresser à la collecte d'espèces exotiques parce que ça intéresse les savants de travailler dessus, mais refuse de servir les intérêts des lobbies coloniaux, pas par anticolonialisme, mais parce que les savants ne veulent pas perdre du temps ils n'ont pas de temps à consacrer à ce qu'on appelle alors la botanique économique. Donc l'adaptation, l'acclimatation des plantes les intéresse moins, à tel point que, en 1899, à la toute fin du siècle, le muséum va devoir céder ses attributs coloniaux à un nouveau jardin qui est créé sur des terrains du muséum dans le bois de Vincennes. C'est le jardin d'agronomie qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le jardin d'agronomie tropicale, et qui est un lieu, un nouveau jardin botanique dédié aux colonies, avec là des objectifs très clairs de réplication de plantes, d'essais d'acclimatation et de diffusion dans les colonies. Le jardin de nos gens est sur le modèle de Kew, mais ne prendra jamais cette ampleur. Mais voilà. Donc, on voit des structures assez différentes dans ces organisations. Alors, des structures différentes, mais en même temps, l'historiographie des colonisations tend à montrer depuis quelques décennies qu'il y a aussi beaucoup de coopération entre les empires qui ne sont pas aussi cloisonnés. On a longtemps dit qu'il y avait un modèle français, un modèle britannique. En fait, c'est souvent beaucoup plus complexe. Ils s'inspirent les uns des autres. Alors, est-ce que c'est vrai aussi pour les savants de ces jardins, pour les responsables de ces jardins? Est-ce qu'ils peuvent s'envoyer des graines, même, on va dire, entre jardin français et jardin britannique, ou est-ce que voilà, on cloisonne davantage les choses? Non, tout à fait. Il y a plein de directeurs de jardins qui passent complètement outre ces frontières impériales, selon des logiques qui peuvent être des logiques géographiques. Par exemple, les jardins de l'océan Indien entre colonies britanniques d'Inde, jardins français, des comptoirs indiens, île Maurice, île de la Réunion, échangent des plantes. Les personnels même passent d'un jardin à l'autre. Donc là, on a des
des collaborations scientifiques qui ne correspondent pas du tout à ces distinctions de modèles. Et puis on a aussi des directeurs de jardins qui ont des ambitions un peu prométhéennes, et qui vont diffuser des espèces partout dans le monde. Je pense notamment au directeur du jardin de Melbourne qui découvre toutes les qualités de l'eucalyptus et va passer sa vie à envoyer des graines d'eucalyptus dans les différents jardins botaniques du monde entier, notamment au jardin d'essai d'Alger dont on parlait tout à l'heure. Alors ces envois, il faut passer aussi par l'histoire des techniques pour comprendre comment ça a marché. Et vous notez notamment dans le livre un élément important, c'est la caisse Ward, sans laquelle sans doute ces jardins n'auraient pas du tout connu la même extension, la même réussite tout au long du XIXe siècle. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, pourquoi ça a été important ? Oui, alors la caisse Ward, c'est une petite serre portative étanche qui a été inventée dans les années 1830-1840 par un médecin londonien. Pas du tout pour diffuser des plantes par-delà les océans, mais parce que, constatant la pollution dans les faubourgs de l'Est de Londres, il s'était dit que pour la santé des populations, il serait bon d'installer des plantes dans les intérieurs. Et pour protéger ces plantes de la pollution, elle a donc trouvé ce système qui est simplement celui d'une serre étanche, où l'eau fonctionne en circuit fermé et qui n'est pas atteint par l'air extérieur, donc la pollution. Et cette caisse de Ward, du nom de ce médecin londonien, va en fait créer une mini-révolution dans le commerce des plantes à l'échelle mondiale, parce que tout d'un coup, la mortalité des plantes dans les transports ultramarins diminue drastiquement. On a enfin le moyen de faire circuler des plants depuis Saigon jusqu'à Paris ou depuis les Antilles jusqu'à Kew sans craindre le dessèchement, l'eau salée, les aléas climatiques. Donc on a un bouleversement très important là, et ça montre effectivement que l'histoire des techniques, notamment au sujet du transport des plantes, est très importante. Alors on a un petit peu parlé du volet scientifique, du volet économique, on y reviendra sans doute. Il y a un volet très important que vous montrez très bien dans la manière même dont ces jardins botaniques coloniaux sont organisés, c'est le côté vitrine des empires. C'est finalement en faire des microcosmes des empires, mais pas n'importe comment, parce que ces empires, ils sont conçus dans l'esprit de beaucoup d'Européens comme des lieux où on affronte une nature sauvage. Or le jardin botanique, il permet d'une certaine manière de faire face à cela ou de l'ordonner. Oui, tout à fait. Le jardin, c'est un des éléments de cette politique de domestication de la nature qui fait partie des modes de gouvernement coloniaux. C'est-à-dire que arriver, conquérir, c'est aussi faire preuve d'une maîtrise possible de la nature. Et donc, par les jardins botaniques, par l'ordonnancement, par la présentation, et j'ai dit tout à l'heure que le jardin était ouvert au public, alors on pourrait revenir sur quel public dans les colonies, mais c'est des jardins qui donnent à voir une nature. Alors, quelle nature ? Là, il y a plein de propositions qui sont faites, mais de manière générale, l'idée est de faire venir la nature européenne ou des natures autres dans le jardin, et en même temps de montrer la capacité à maîtriser la nature dite sauvage, la jungle. Donc, par exemple, dans le jardin botanique de Singapour, il y a un espace dit de jungle pour que les colons qui ne vont jamais dans l'intérieur de la Malaisie puissent voir ce qu'est la jungle, et en même temps des pelouses à l'anglaise qui rappellent le pays, sont censées atténuer la nostalgie qui peut gagner ces colons, plantés de fleurs, etc., etc. Donc il y a tous ces éléments qui visent à donner quelque chose, à donner à voir quelque chose du gouvernement de la nature. D'où aussi l'importance des dispositifs physiques, les grillages, les étiquettes, les serres, les allées avec du gravier pour alterner avec le végétal. Il ne faut pas qu'il y ait trop de végétal non plus, sinon justement on est dans la jungle, on est dans quelque chose de sauvage. Donc il y a toute une géométrie des jardins qui est liée à des conceptions, à des gens aussi qui les imaginent, qui les tracent sur des plans. Donc ça génère aussi toute une série de sources.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est des documents que j'aime bien en plus, mais il y a beaucoup de plans de jardin, à la fois de plans de travail, hein, quand il s'agit de concevoir un jardin, d'imaginer comment vont être organisés les parterres, comment vont être classées les espèces, et puis de plans plus touristiques ou à destination du grand public pour les visiteurs qui viennent chaque jour. Et ces documents, ils donnent plein d'indications sur ce qu'on veut donner à voir, comment on conçoit les choses, comment on veut organiser aussi la promenade des colons dans ces jardins. Il y a un autre élément qui est intéressant, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'allées majestueuses, l'allée des bambous, l'allée des palmiers. Alors ce sont toujours ces espèces dites exotiques, hein, quel que soit le territoire des jardins, qui sont vantées parce qu'elles apportent de l'ombre, renvoyant là aussi encore à une volonté de contrer l'environnement naturel, en l'occurrence la chaleur, et qui sont des lieux hein, où offrent de l'ombre, tout est propre, et en même temps, c'est cette nature exotique qui est ici mise sous cloche. On a parlé du Jardin des Plantes à Paris, dans lequel il y a aussi une ménagerie. Je voulais vous demander quelle était la place des animaux dans ces dispositifs, parce que le végétal et l'animal, ça peut être deux manières de domestiquer une nature dite sauvage, mais pas exactement de la même façon. En vous lisant, j'ai vu qu'il y avait des jardins dans lesquels on peut trouver des animaux, à Saïgon je crois, il y en a d'autres où c'est pas le cas. Donc comment ça s'organise? Est-ce que c'est quelque chose dont parlent les gens que vous étudiez? Oui, tout à fait, parce que la perspective d'acclimatation qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est une idée d'acclimatation à la fois du règne animal et du règne végétal. C'est-à-dire qu'on veut modifier les animaux, les améliorer, comme on pense pouvoir modifier les plantes et les rendre plus productives. Donc du coup, dans les jardins, et notamment dans les jardins où il y a des sociétés d'acclimatation assez puissantes, il y a souvent des petits zoos, c'est le terme qu'on emploie hein, au XIXe siècle déjà, c'est-à-dire des cages avec quelques animaux dits du pays. Donc ça renvoie un peu à cette jungle singapourienne, hein, montrer aux colons quels sont les animaux qui les entourent en fait, ou des animaux à domestiquer. Par exemple, à Alger, on élève des autruches parce que c'est la grande période des plumes d'autruche et les Français voudraient concurrencer l'Afrique du Sud dans ce commerce. Montrer les autruches, c'est montrer que on travaille hein, pour justement cette ambition économique, cette toute-puissance auquel aspirent les colonisateurs. Donc il y a quelques animaux à partir de la fin du XIXe siècle, un peu partout vont être créés dans les colonies des zoos, sur le modèle de ce qui se passe en Europe, et donc les animaux vont devenir un plus marginaux dans ces jardins. Mais voilà, on en trouve assez régulièrement et on les voit surgir quand il y a des problèmes de cages, d'animaux tués, de crocodiles échappés, etc., etc. Alors une des grandes qualités, à mon avis, de votre livre est d'étudier toutes ces sources qui nous montrent un projet d'ordonnancement du monde végétal, animal, un projet colonial de maîtrise de la entre guillemets nature, etc., etc. Mais de pas être dupe non plus de cette volonté d'ordonner, de totaliser, de régler les choses, parce que vous montrez aussi qu'il y a des jardins qui sont dégradés, des jardins qui sont abandonnés, qu'un jardin c'est une institution vivante, qu'il y en a qui sont endommagés, que voilà parfois il y a des animaux qui s'échappent, etc. Autrement dit que ces jardins ont une vie qui n'est pas enfermé dans le plan strict initial ou la carte postale qui le donne à voir parfaitement lisse, mais qu'il y a toute une série de conflits ou parfois même d'abandon de ces jardins. Oui, alors il y a deux éléments. Hein. Moi, ce qui m'intéressait effectivement, c'était de voir ces jardins comme des sites disputés, c'est-à-dire des lieux où s'exerce un certain nombre de tensions propres à la société coloniale. Et ça, on le voit notamment avec toutes les sources que sont les sources normatives, les règlements de jardin, qui, par contraste, hein, informent en fait sur ce qui s'y passe. Quand on voit, par exemple, qu'il est interdit, que les duels sont interdits dans le jardin botanique de Saint-Pierre de la Martinique, on se dit, c'est qu'il y avait des duels. Et puis d'autres sources montrent qu'effectivement, le jardin botanique est un des lieux où l'on se retrouve quand on a des comptes à régler. Ce qui est interdit, c'est d'arracher les fleurs. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que pourquoi on arrache les fleurs? Parce que les fleurs sont des denrées monnayables hein, dans les colonies. Et donc, ce sont des richesses qu'il faut sans cesse
protégées et qui sont à l'origine d'un certain nombre de vols nocturnes en général, hein, de rapts aussi, puisque les jardins, mais ça c'est pas spécifique aux jardins botaniques, sont des lieux dans la ville qui sont en même temps des lieux où peuvent être favorisées toutes sortes d'actions parallèles, hein, qui ne sont pas éclairées la nuit, qui ne sont moins surveillées, qui sont à l'abri des regards. Et donc on a tous ces éléments, hein, qui informent aussi sur ce que provoque le jardin botanique, ce qu'il représente à l'échelle de la ville. Et ce sont aussi des lieux qui montrent les tensions raciales, hein, qui sont omniprésentes dans les colonies, parce que il n'est pas rare que lorsqu'il y a des problèmes, hein, ce soit les populations locales qui soient accusées d'être responsables des déprédations, de l'arrachage des arbres ou du vol des corbeilles de fleurs. Donc ça, c'est le premier élément. Et l'autre élément sur l'envers du décor, hein, de ces jardins, c'est que oui, c'est une belle nature ordonnée qui est montrée, mais ce que disent les sources, c'est que c'est au prix d'un travail quotidien qui n'est pas celui des savants, des directeurs de jardins qui sont des botanistes ou des médecins très érudits, mais qui est celui de toute une masse assez invisible de travailleurs qui sont assez systématiquement, avant les abolitions de l'esclavage, des esclaves, mais ensuite des travailleurs engagés qui travaillent dans des conditions très très difficiles ou beaucoup de prisonniers. Par exemple, on trouve dans les archives du jardin de Hanoï, hein, des éléments qui montrent que l'une des peines à laquelle peut être condamné un Indochinois qui a commis un délit, c'est tant de jours de travail au jardin botanique. Voilà. Et donc, ce sont des travailleurs contraints. Donc, il y a aussi des surveillants pour ces travailleurs. Bref, il y a toute une vie liée à ces conditions de travail qui surgit aussi dans ce jardin et qui conduit à regarder même les images, hein, que l'on voit circuler de ces belles allées de manière un peu différente, parce que souvent en arrière-plan, il y a des hommes avec des brouettes qui sont en train de tailler la pelouse pratiquement au ciseau, etc. Et ça dit quelque chose aussi de ce travail constant qu'exige le maintien de ces jardins. Et donc les abandons, c'est lié aussi à la fragilité, hein, de ces écosystèmes complètement artificiels dans des climats où, pour un certain nombre de colonies, il y a des aléas fréquents, hein, des ouragans, des cyclones, etc. Et à chaque fois, il faut recommencer, donc il faut de la main-d'œuvre. Le directeur du jardin demande au gouverneur des prisonniers pour les faire travailler, pour refaire les terrassements, pour déplacer les plantes, etc., etc. Alors c'est un point intéressant et du coup ça m'amène à une question pour l'historienne. Est-ce que travailler sur les jardins, ça provoque quelque chose de différent que de travailler par exemple sur des éléments spécifiquement liés à la violence coloniale? Voilà, travailler sur la police ou la prison coloniale, c'est pas tout à fait le même objet. On peut penser que le jardin, il a quelque chose de plaisant. Alors est-ce qu'on arrive à garder un rapport, on va dire apaisé à cet objet, tout en voyant les éléments évidemment de domination coloniale qui y sont, parce que c'est aussi des lieux où des gens ont pu prendre du plaisir à se balader, y compris d'ailleurs des gens colonisés qui ont pu parfois s'y rendre et pourquoi pas accueillir une fleur ou se les approprier. Donc voilà, comment vous arrivez à mettre à distance cet objet avec évidemment le filtre colonial qui est toujours là? Oui, alors c'est une bonne question, hein. Moi, j'ai l'impression que quand on travaille sur des situations coloniales, que ce soit sur les prisons ou les jardins, on est toujours dans un flot de contradictions, hein, et c'est ça aussi qui fait tenir la colonisation parfois si longtemps. Donc oui, les jardins, c'est beau, c'est joli, ça donne à voir quelque chose d'assez irénique, hein, d'apaisé, et en même temps, comme tous les lieux orchestrés par les colonisateurs, hein, ce sont des lieux où s'exercent des tensions. Et justement, c'est un peu un défi, mais c'est ce qui m'amusait aussi, c'est de montrer, voilà, à la fois les fleurs, la beauté des herbiers qui sont produits, des flores illustrées aussi, souvent illustrées d'ailleurs par des peintres locaux,
dont on ne connaît pas les noms, mais qui ont ces talents-là, et puis en même temps tout ce que suppose la production de cette nature exposée et tout ce qu'il y a derrière. Voilà, donc je pense que ça ne va pas demander de prendre une distance particulière, mais que oui, il y a plein de choses dans l'histoire coloniale qui peuvent être lues sous diverses facettes, et c'est ça qui est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on sait du public de ces jardins, qui est sans doute pas le même évidemment en métropole, à Kew Gardens et puis à Calcutta, mais voilà, qu'est-ce qu'on sait des gens qui s'y rendent, et d'ailleurs est-ce que tout le monde a le droit de s'y rendre? Alors, non, tout le monde n'a pas le droit de s'y rendre. Après, là aussi, les contextes sont assez différents. On sait beaucoup plus de choses des jardins britanniques que des autres jardins, parce que ça, c'est vraiment très difficile à documenter. Mais dans les rapports des jardins botaniques coloniaux, il y a régulièrement des indications sur le nombre de visiteurs. Donc, ça donne déjà une petite idée par rapport à la population de la capitale coloniale, de la fréquentation. Par exemple, à l'île Maurice, on voit que le jardin botanique, qui est un peu en dehors de la ville de Port-Louis, est un lieu très prisé des visiteurs le dimanche, et qu'une bonne partie de la ville, en fait, au cours de l'année, se rend au jardin botanique. Alors, ce que l'on voit aussi, parce que les rapports là sont assez précis, c'est qu'il y a alors, dans les catégories qui sont celles des sources, des Indiens, des Chinois, ce qui signifie qu'il y a des travailleurs engagés, donc des gens qui ne sont pas de l'élite coloniale, qui vont au jardin. Et donc là, on imagine une forme de mixité dans cette fréquentation. Ailleurs, il y a des éléments qui sont donnés parce que un certain nombre de directeurs des jardins décident de fermer au public parce que les pelouses sont abîmées, parce que les gens se tiennent mal. Ça, on le voit par exemple à la Jamaïque à un moment, alors que ce sont des jardins très prisés du public. Et ce qui est sous-entendu dans les annonces de ces fermetures, ce sont que les populations locales ne comprennent pas l'usage du jardin. Voilà. Mais donc, les gens y aller quand même. C'est difficile de savoir comment et dans quelles conditions, mais on a des conditions assez variées sur ces fréquentations, et des interdictions aussi qui passent par des fermetures. Il y a aussi, encore un élément, c'est que certains jardins ont des heures réservées aux élites, en fait. Alors, ça passe souvent par des clubs ou des associations, ou justement des adhésions aux sociétés d'acclimatation. Et là, on sait que ce ne sont que des colons qui ont le droit, tel ou tel jour de la semaine, d'avoir le jardin pour eux seuls. Donc, toutes ces opérations de ségrégation qui sont à l'œuvre de manière générale dans les sociétés coloniales se rejouent en fait dans les jardins de cette manière un peu plus discrète, mais sans doute tout aussi efficace. Si je vous suis, certains botanistes sont un peu comme certains bibliothécaires. Il y en a qui aiment plus les livres, d'autres qui aiment plus le public. C'est pareil avec les botanistes et les plantes. Exactement, mais comme on est dans une belle bibliothèque, on ne va pas s'en On a bien dit certains bibliothécaires. Qui est-ce qui paye pour ces jardins? Est-ce que c'est les États coloniaux? Est-ce que c'est des entreprises privées? Est-ce que c'est un mélange des deux parfois? Parce que évidemment, quand on voit ces grandes allées, ces grandes serres, c'est parfois des investissements considérables. Donc, qu'est-ce qu'il y a économiquement derrière? Oui, alors c'est une excellente question à laquelle il est un peu délicat de répondre parce qu'on n'a pas énormément d'éléments. Mais de manière générale, ce sont les États qui payent. En tout cas, la création de la plupart des jardins, c'est une création du gouvernement colonial qui reçoit des crédits pour cela et qui ensuite va passer son temps à demander un peu plus d'argent pour le jardin. Donc ça, c'est le jeu des institutions publiques qui se rejoue dans les jardins botaniques. Ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, au bout de quelques années, les États, puis même les gouvernements locaux, rechignent tellement à donner de l'argent que le jardin commence à se dégrader. Et on a un certain nombre d'exemples où des sociétés privées vont reprendre la gestion du jardin. Par exemple, ce jardin d'Alger, dont j'ai déjà parlé, qui a un jardin très important dans l'Empire français parce qu'il joue un peu aussi un rôle centralisateur. Dans les années 1863, va être cédé
à la Société Générale Algérienne, qui est une filiale de la Société Générale, donc une banque d'investissement en fait, qui va se charger de gérer le jardin. Alors pourquoi elle fait ça? Parce que les jardins peuvent être aussi des entreprises rentables. On n'en a pas parlé encore, mais beaucoup de jardins botaniques coloniaux sont des lieux de reproduction des plantes et donc de vente des pépinières. Ils ont une partie pépinière et le but, c'est de vendre les plantes aux colons, aux planteurs. Alors, il y a toute une histoire de cette vente. Parfois, c'est distribué gratuitement, mais voilà, la Société Générale Algérienne reprend la gestion du jardin. Elle va le faire pendant quelques années, et puis au tournant du siècle, on s'aperçoit que le jardin est devenu uniquement une pépinière, et l'État reprend la main. Donc voilà, c'est ces allers-retours en disant mais non, on a quand même besoin d'un lieu scientifique. La société n'a pas rempli son rôle, donc on reprend la main. Voilà, donc il y a des éléments très divers. En Afrique du Sud, c'est des jardins de l'Empire britannique, mais ils ne sont pas du tout financés. Donc ce sont des entreprises privées qui s'autofinancent par la vente de plantes aussi. Le projet colonial, il y a souvent un décalage, là aussi ça a été bien montré dans l'historiographie depuis maintenant des décennies, entre les ambitions et les réalisations. Est-ce que les jardins botaniques illustrent aussi cela, entre l'idée qu'on va, de manière prométhéenne, transformer entièrement la végétation d'un espace par l'importation de nouvelles plantes, et puis de temps en temps des échecs, ou bien se rendre à l'évidence que parfois les plantes locales finalement sont juste les plus adaptées, que ça sert à rien de faire venir des plantes de très loin. Donc voilà, est-ce que le jardin illustre aussi parfois ces décalages entre les discours et puis les réalisations effectives, souvent beaucoup plus modestes ou incertaines? Oui, les jardins, c'est aussi une longue histoire d'échecs, en fait, notamment d'échecs d'acclimatation. La canne à sucre, le coton, c'est tenté en Algérie via le jardin d'essai et ça ne prend pas. Donc, il y a beaucoup plus d'échecs en matière d'acclimatation que de succès, même si le récit officiel de l'histoire de la botanique puis de l'agronomie va être celui d'une succession de succès, justement. Donc, il y a cet élément. Et puis, il y a aussi, alors ça vient tout doucement, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, une prise de conscience que l'introduction de nouvelles espèces dans certaines colonies peut être dévastatrice. Par exemple, au jardin de Saigon, on a fait venir des jacinthes d'eau qui se diffusent très très vite et envahissent toutes les rivières, ce qui suscite l'ire des pêcheurs locaux parce qu'ils ne peuvent plus avancer. Et donc là, le directeur du jardin dit « Oups ». C'était peut-être une mauvaise idée. Et donc il y a plein d'exemples comme ça de plantes qui se révèlent invasives et qui ont été introduites via le jardin botanique. À La Réunion, c'est l'ajonc breton qui est introduit très tôt dans le jardin, dans les années 20, et que le directeur va distribuer aux fermiers en leur disant regardez, ça peut faire des haies, c'est très pratique, etc. Et là pareil, l'ajonc se trouve très très bien sur les terres de La Réunion et va devenir un fléau parce qu'il faut abattre, brûler, etc. Donc voilà, donc il y a ces éléments qui surgissent, alors pas du tout massivement et par petites touches au tournant du siècle et au début du XXe siècle, sans forcément que la prise de conscience soit systématique, mais sur certaines espèces dont tout d'un coup on s'aperçoit qu'elles ne conviennent pas. Bon, il y a la même chose sur les animaux, les lapins en Australie. Enfin, on pourrait citer beaucoup d'exemples qu'on fait venir pour faire plaisir, là aussi, aux colons qui sont des éleveurs de moutons, et puis très vite, les lapins mangent toutes les qui était destinée aux moutons, donc les éleveurs ne sont plus contents du tout et ça va être très compliqué de s'en débarrasser. Donc ça, ces histoires-là sont importantes. Alors, par rapport aux plantes locales, il y a quelques éléments que l'on peut trouver, c'est-à-dire quelques directeurs de jardin qui se disent parfois peut-être que les plantes locales sont plus adaptées que celles qu'on a essayé d'importer. Je pense par exemple à ce directeur du jardin de Sydney que j'évoquais tout à l'heure, qui va essayer d'expliquer aux éleveurs que
les plantes fourragères qu'on a voulu remplacer, enfin qu'on a voulu mettre à la place d'une forme de salicorne qu'il y a sur les terrains australiens, parce qu'on se disait que la salicorne c'était pas bon pour les troupeaux. En fait, ça ne fonctionne pas, ça demande trop d'eau, ça ne pousse pas. Et puis la salicorne c'était très bien. Et là, le directeur du jardin prend cette position, mais là aussi, hein, c'est vraiment, il faut traquer dans les sources pour trouver ces éléments. C'est des problématiques qui sont très contemporaines et qui vont émerger beaucoup plus massivement dans les années 1960. Traquer dans les sources, c'est aussi ce que vous faites pour traquer, chercher les savoirs indigènes et leur prise en compte par les botanistes européens. Parce qu'évidemment, cette volonté des botanistes européens de classer, de faire la taxonomie, d'étiqueter, etc., se superpose à des savoirs locaux, puisque les noms des plantes existaient déjà généralement dans ces sociétés. Et du coup, parfois on remplace, parfois on adopte le nom local ou on traduit. Autrement dit, il y a quand même une négociation du savoir qui se fait, à l'avantage évidemment des dominants de la botanique européenne, mais de temps en temps, vous voyez affleurer un certain nombre de savoirs indigènes qui sont partiellement pris en compte ou qui infusent un petit peu dans ces jardins botaniques. Oui, alors ça, on le voit. Alors effectivement, là, on traque dans les sources. Hein, on le voit, par exemple, dans les catalogues de plantes ou les flores que les jardins botaniques publient très régulièrement, et quelle que soit leur taille. Hein, donc là, on a des sources assez intéressantes. Les directeurs ont coutume de faire la liste des espèces qu'ils ont dans leur jardin, pour des raisons pratiques, en fait, parce que les jardins fonctionnent sur l'échange ou la vente, on l'a dit, et donc il faut dire ce qu'on a pour pouvoir le faire circuler. Et dans ces listes, qui peuvent prendre différentes formes, hein, qui sont en général imprimées, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien nommer les plantes, et on voit souvent apparaître des lexiques qui sont bilingues, voire trilingues, voire quadrilingues, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les directeurs européens ont besoin de connaître non seulement le nom vulgaire, le nom latin dans la classification linnéenne, mais aussi les noms locaux, et ils les mentionnent, ils les transcrivent, ils les mentionnent, ce qui veut dire, quand on cherche à comprendre, qu'ils ont eu des interactions quand même avec des gens qui connaissaient ces plantes. Et ils l'expliquent parfois dans les préfaces ou au détour d'une correspondance. Ils travaillent beaucoup avec les jardiniers, qui sont ceux qui ont le savoir sur ces plantes, qui leur donnent qui leur expliquent les caractéristiques, qui sont capables d'aller les collecter dans la nature. Et donc, pour communiquer avec ces jardiniers, il faut s'accorder sur une langue commune. Alors, c'est quelque chose qu'on voit aussi apparaître dans l'étiquetage. J'ai dit que le jardin botanique, ce qui le caractérisait, c'était que chaque plante était étiquetée, et ces étiquettes dans les jardins coloniaux, elles sont d'une importance cruciale, parce que là encore, il y a souvent le nom en français ou en anglais ou en néerlandais, le nom latin, et puis le nom local ou ce que l'on considère comme étant le nom local, sachant que dans un certain nombre de territoires coloniaux, en fait, il y a beaucoup de langues dans une même région, donc on en choisit une et on dit que c'est le nom local. C'est en fait le nom du jardinier qui a aidé à faire l'étiquette au moment voulu. On a parlé de directeur et de jardinier plutôt que de directrice et de jardinière. C'est un monde très masculin. Alors, c'est un monde extrêmement masculin, pour autant que les sources veulent bien nous le montrer. Sur les directeurs de jardin, oui, c'est systématique. En fait, j'ai bien cherché, j'ai trouvé une femme qui dirige un jardin dans une station d'altitude en Birmanie, donc on est vraiment très loin, et en plus dans une période très particulière qui est la Première Guerre mondiale. Donc pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'hommes sur le terrain, ils sont tous à la guerre. Donc, mais c'est une femme qui a dirigé un jardin et qui a un itinéraire intéressant, parce que justement elle va beaucoup écrire sur ses liens avec les savants birmans auprès desquels elles sont. Alors voilà, c'est pas pour dire que les femmes sont plus attentives à cette question-là, mais là il se trouve que celle-ci est dans cette perspective. Et puis on a des traces de femmes travaillant autour des jardins ou
comme collecteuses notamment, hein, parce que, par exemple, sur l'île de Java, hein, les savants ont besoin de femmes qui aillent voir des Indonésiennes qui connaissent les plantes médicinales, et ils utilisent comme ça le rôle d'intermédiaire, hein, d'un certain nombre de femmes. Je pense notamment à une femme métisse qui est beaucoup citée dans les archives du jardin de Buitenzorg que j'évoquais tout à l'heure, et qui a publié d'ailleurs aussi sur la flore de Java, et qui avait un rôle dans le jardin, même si elle n'était pas salariée officiellement. Il y en a d'autres qui apparaissent à travers les dénominations de plantes dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, c'est une histoire très masculine, malgré tout. Vous avez évoqué le terme d'agronomie qui petit à petit arrive et remplace en partie celui de botanique, et ça coïncide un petit peu avec la fin de votre livre dans les années 1930. On pourrait dire que le jardin, beaucoup vont rester ouverts, mais que sa fonction scientifique va plutôt passer au laboratoire, en tout cas qu'il y a quelque chose qui se joue, une transition qui se joue. Alors comment vous expliquez ce changement, et puis est-ce que c'est ça qui vous a amené à clore votre livre autour de ce moment-là? Oui, il y a des changements en fait dans les pratiques agricoles qui font que le rêve de l'acclimatation, le rêve européen, hein, de l'acclimatation des plantes, se heurte beaucoup à une réalité qui est que certaines espèces poussent très bien dans le jardin botanique parce qu'elles sont soignées, mises à l'abri quand il fait froid, bien arrosées, etc. Et puis, donc on prétend qu'elles sont acclimatées, et puis dès qu'on les distribue à des planteurs ou à des fermiers, elles ne tiennent pas le coup parce que c'est pas leur environnement. Et du coup, cet échec, hein, de l'idée d'acclimatation va conduire à modifier un peu les méthodes, non pas à renoncer, mais à cultiver en plein champ, comme on dit, donc à faire des essais différents sur des superficies beaucoup plus grandes. Et donc le modèle du jardin botanique, qui est en général urbain, ne fonctionne plus du tout. Et petit à petit, on a ce qu'on appelle des stations expérimentales ou des champs d'expérience. Alors, ça peut être des jardins botaniques, par exemple à Saigon, c'est le jardin botanique de Saigon qui va acheter des terrains de l'autre côté de la rivière et en faire des champs d'expérience. Donc, ça peut être une extension du jardin botanique. Mais vous avez dans un certain nombre de colonies qui sont des colonies de la fin du 19e siècle, donc principalement en Afrique subsaharienne, des créations qui sont directement des stations expérimentales, en général dédiées à une ou deux espèces. Le cacao, par exemple, voilà, l'arachide. Et donc, ce ne sont plus des jardins botaniques, même si ça s'appelle encore jardin botanique, parfois. C'est une autre manière, hein, d'essayer de multiplier des espèces rentables. On est dans une institution, le musée du Quai Branly, qui n'est pas un jardin, mais qui a un jardin, qui serait intéressant d'ailleurs d'interroger au regard de ce que vous montrez dans le livre, mais qui reflète aussi plus largement un phénomène qui englobe un petit peu celui que vous évoquez, c'est-à-dire celui de la collecte, puisqu'il y a des objets collectés, il y a des collectes ethnographiques, il y a des collectes animales, il y a des collectes végétales. Donc peut-être dire un mot de ce processus plus général de la collecte européenne liée à l'entreprise coloniale, dont on est ici dans un lieu qui est un des héritages. Oui, avec toute la complexité de la gestion de cet héritage. Alors, pour les plantes, la collecte a eu lieu sans... Alors là, on n'est pas dans des histoires de défrichement ou qui sont aussi des histoires coloniales, hein, mais sur les jardins, c'est-à-dire qu'aller chercher telle ou telle espèce dans les monts de l'Himalaya ne détruit pas l'écosystème. En revanche, c'est vrai que les jardins, par ce qu'ils représentent, par les collectes faites et surtout les espèces redistribuées dans d'autres colonies, ont modifié largement un certain nombre d'écosystèmes. On évoquait l'eucalyptus tout à l'heure, le paysage algérien que l'on connaît aujourd'hui, hein, qui est peuplé d'eucalyptus, est complètement lié à cette entreprise d'acclimatation via les jardins botaniques. Donc, ça interroge évidemment sur les conséquences, hein, de ces collectes et ce que ça veut dire. Plus encore, du point de vue de la botanique, la collecte, c'est aussi la collecte de plantes séchées. Donc, on n'en a pas parlé, mais dans les jardins, il y a des opérations aussi de conservation, de collection de plantes séchées.
des plantes séchées, des herbiers, de plantes qui sont parfois aujourd'hui disparues et qui se retrouvent parce qu'elles ont été rapatriées au moment des décolonisations dans les collections européennes. Donc là aussi, il y a évidemment quelque chose autour des collections d'histoire naturelle, de manière générale, issues de cette histoire, qui aujourd'hui pose question aux conservateurs, pose question sur la manière de les exposer, sur la manière d'en rendre compte, de raconter leur histoire aussi. Et voilà, c'est effectivement quelque chose qui fait écho à plein de questions qui se posent sur des collections comme celle du Quai Branly, même si les conditions sont un peu différentes. Une dernière question peut-être avant de donner la parole au public qui nous écoute. Est-ce qu'il y a des jardins qui existent encore aujourd'hui où on pourrait conseiller à des gens de se rendre avec ce regard justement sur leur passé colonial? Alors soit pour les gens pas dans la région parisienne ou en France, ou il y a aussi des gens peut-être qui vont voyager ou qui nous écoutent ailleurs. Quels sont les endroits où on pourrait se rendre pour mesurer ça concrètement? Alors, disons par ordre de facilité. Oui, par ordre de facilité. Alors, par ordre de facilité, avec le RER A, si on habite à Paris, il y a le jardin de Nogent qu'on évoquait tout à l'heure, le jardin d'agronomie tropicale qui est géré qui est lié au CIRAD, qui est le centre de recherche agronomique sur les pays du Sud, et qui est un lieu assez extraordinaire que je vous invite à aller visiter. Certains d'entre vous le connaissent, je vois. Qui est donc ce jardin créé en 1900 et dont on peut encore voir les traces, c'est-à-dire qu'on y voit les serres, on voit les parterres, mais qui sont plus plantés comme ils l'étaient en 1900, mais qui existent. On voit l'école d'agronomie qui a été créée en 1903 sur ce jardin pour former les jardiniers français à aller dans les colonies. Voilà, et c'est un lieu qui par ailleurs a toute une histoire très intéressante parce que ce jardin, pendant la guerre, est devenu un hôpital militaire pour les blessés, mais un hôpital pour les blessés coloniaux. Donc là où il y avait les plantes coloniales, on a choisi de mettre les soldats coloniaux. Voilà, et c'est le jardin où a été créée la première mosquée fondée par l'État français pendant donc la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est un lieu qui vaut la peine d'être visité et vous pouvez y aller sans ouvrage particulier parce que c'est un peu expliqué. Donc voilà. Alors imaginons que quelqu'un ait pas de limite de ressources et puisse prendre facilement l'avion malgré le bilan carbone et se rendre dans un jardin qui existerait encore et que vous évoquez dans le livre. Où est-ce qu'il faudrait aller? Alors, après, tout dépend des destinations qu'on a envie de voir, mais il y a un jardin qui est, d'un point de vue historique, est très intéressant. C'est celui de Singapour, qui existe encore. Et puis Singapour est une ville qui a un rapport à la nature aussi très, très spécifique. Mais le jardin botanique, celui qui a été créé au 19e siècle, alors, je ne donne pas la date parce qu'il a été recréé 3 fois et abandonné. Bon, ça vous verrez dans le livre la chronologie si ça vous intéresse. Le jardin botanique de Singapour, qui est a entrepris, si vous voulez, une opération patrimoniale très intéressante et vous avez les allées qui étaient déjà là, il y en a d'autres qui ont été retracées, mais des indications historiques qui permettent de comprendre ce qui s'est joué à Singapour, notamment autour du caoutchouc, des plantations d'EVA, voilà, et qui a eu vraiment une réflexion patrimoniale et historiographique très intéressante. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Oui, si on traverse la Manche, on pourrait aller à Kew Gardens, qui, vous le dites dans l'introduction, qui a engagé toute une réflexion sur son propre passé colonial avec un programme de recherche tout à fait important dans ce domaine. Oui, alors Kew Gardens, vous pouvez regarder sur le site, qui a entrepris de décoloniser ses collections. Alors ça veut dire quoi pour un jardin? C'est assez complexe aussi. C'est une entreprise de longue haleine qui vise notamment à repenser justement l'histoire des collections de plantes séchées, les flores, etc., en essayant de travailler sur les provenances. Souvent, dans les herbiers, on dit qui a récolté telle plante, mais quand c'est quelqu'un dont on n'a pas, qui était en fait incolonisé, on dit juste inconnu. Donc voilà, essayer de recenser ça pour
pour les mettre en avant et puis traquer systématiquement, notamment grâce au nom de plantes, les hommages qui ont pu quand même parfois être rendus par certains directeurs à leurs auxiliaires qui étaient si importants. Donc voilà. Puis il y a toute une autre série de propositions qui sont faites pour accueillir aussi des publics différents dans ces jardins botaniques qui sont toujours des lieux de la bonne société londonienne qui peuvent être intéressants. Mais il y a d'autres entreprises. Alors sans alourdir votre bilan carbone, vous pourrez regarder les sites, notamment le jardin de Sydney. C'est très intéressant. Sur son site, une réflexion aussi sur les origines coloniales du jardin, qu'est-ce que ça signifie sur le site même, qui était un site qui a été confisqué à des populations aborigènes. Et donc on rentre dans le jardin en entrant en même temps dans cette histoire qui est aussi une histoire de captation, de modification de l'environnement, qui est prise en compte de plus en plus systématiquement quand même. Merci beaucoup Hélène Blais. Je rappelle le titre de votre livre L'Empire de la Nature, une histoire des jardins botaniques coloniaux fin 18e, année 1930, publié chez Champvallon. Merci au public de nous avoir écoutés et à qui on va donner la parole maintenant pour une séance de questions, si vous le souhaitez. Ce qu'on appelait les jardins botaniques, ont-ils changé d'appellation? Ont-ils été abandonnés? Enfin, quel a été un peu leur devenir, même s'il doit être très différent d'un site à l'autre, mais qu'on ait une idée un peu globale. Oui, alors, beaucoup de jardins ont subsisté, mais plutôt comme jardin de ville, comme parc en fait. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, alors que l'agronomie modifie un peu le rapport à la nature dans les colonies, les jardins sont confiés aux municipalités et deviennent des squares ou des parcs de ville, donc vont perdre un peu, les étiquettes sont petit à petit perdues, arrachées, les espèces les plus emblématiques restent, mais quand les arbres sont abîmés ou les plants sont morts, ils sont morts, voilà, donc ils perdent cette qualification. Ça c'est dans la plupart des cas, c'est ce qui s'est passé. Alors, sauf que vous avez en même temps un certain nombre de jardins qui ont quand même conservé leur fonction ou dont la fonction a été remise en route au moment des indépendances. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'États qui se sont réappropriés les jardins pour en faire autre chose, mais ça permet de voir que l'idée de gouverner la nature, elle est toujours là, quelle que soit la logique des gouvernements en question. Et donc, on a des jardins qui ont été réappropriés, qui sont devenus plus des lieux d'affichage de la biodiversité. Aujourd'hui, c'est ça qui compte, mais qui ont pu devenir même des éléments identitaires des nations naissantes. Donc voilà, donc les lieux, alors certains lieux ont complètement disparu. La plupart, je dirais, il faudrait faire un décompte exact, mais c'est compliqué parce qu'il y en a qui ont disparu avant les décolonisations aussi. La plupart sont devenus des jardins de ville. Alors par exemple, le jardin de Hanoï, aujourd'hui, le jardin botanique s'appelle toujours jardin botanique, mais c'est un square. C'est un square, il y a quelques espèces un peu rares, mais sinon, voilà, c'est un jardin où l'on va juste se promener. Donc on peut le dire comme ça, avec des réappropriations quand même qui sont intéressantes aussi. Moi, j'avais une petite question sur les termes. Il y a un terme qui n'est pas beaucoup employé, paysage, et je me demandais du coup plusieurs choses. Déjà, si ce terme, vous les avez trouvés dans les paroles, qui est historique. Si aussi vous ne l'employez pas par peur d'anachronisme ou de complexité de la définition. Et puisqu'on a parlé aussi de la suite en termes de décolonisation, en l'occurrence le parc de Sydney, est-ce que ça ne pourrait pas être aussi des prochaines figures de paysage post-colonial si on essaie de faire un peu de mots nouveaux, entre guillemets? Alors,
On n'a pas parlé de paysage, effectivement, mais c'est un terme que l'on trouve dans les sources, que l'on trouve notamment en lien avec ces plans de jardin, parce que souvent les directeurs, ou quand ils décident de réordonner leur jardin, parlent en termes de paysage. Pourquoi ? On l'a dit tout à l'heure, il y a toujours ces deux éléments, l'ordonnancement scientifique, les espèces en fonction des classifications, en général linéennes, mais qui peuvent être autres, et puis l'agrément, la vue du promeneur. Et donc, il y a toute une réflexion autour des jardins, mais qui, je dirais, n'est pas spécifique au jardin botanique, du paysage qui va être donné à voir, avec justement quelque chose qui est régulièrement pointé, c'est que les classifications scientifiques peuvent heurter la vue, parce qu'en fait, quand on met que des espèces qui se ressemblent, c'est pas joli, alors que l'art du paysage viserait à faire des contrastes, et donc vous avez des directeurs de jardin qui inventent des systèmes où il y a un peu de classification, mais aussi des bosquets qui doivent relever les contrastes. Donc s'il y a une réflexion sur le paysage, qui n'est pas omniprésente, et qui ne concerne pas tous les jardins, parce que, par exemple, dans les colonies africaines à la fin du 19e siècle, les petits jardins d'essai ou les stations expérimentales sont beaucoup moins concernés par ces questions de paysage. Mais il y a un paysage du jardin et il est travaillé, il est pensé en tout cas. Et on le voit notamment parce que vous avez un art de la vue de jardin, alors qui peut être un art pictural, mais aussi beaucoup de photographies qui rendent compte de quelque chose de l'ordre du paysage. Voilà. Et sur les paysages post-coloniaux, oui, c'est une suggestion intéressante, mais il y a quelque chose. Alors tout à l'heure, on parlait des réappropriations. Il y a eu aussi beaucoup, dès les années 60, des États qui ont décidé, c'est un peu le contre-jardin botanique européen, de faire des jardins de plantes indigènes ou de plantes autochtones. Donc un paysage différents, là aussi reconstitués, mais qui sont une autre manière de s'approprier une nature et de la donner à voir. Donc là aussi, il y a c'est une autre vision, un autre regard sur la nature qui casse un peu l'entreprise prométhéenne du microcosme mondial dans le jardin botanique. Oui, merci beaucoup du coup pour votre exposé. Et la réponse que vous avez donnée m'a fait penser à quelque chose, à une question. Justement, quelle était la place des artistes dans ces jardins botaniques? Est-ce qu'ils pouvaient y venir et faire, je sais pas moi, des dessins devant la nature et justement pour les inclure dans ces tableaux? Est-ce que ce sont eux qui font justement les herbiers, qui dessinent les plantes, ou est-ce que c'est les scientifiques? Voilà, donc 2 questions en fait. Oui, 2 questions, merci. Alors, les artistes qui sont artistes dans la colonie, oui, il y en a beaucoup qui viennent peindre au jardin parce que c'est des lieux agréables, jolis, etc. Bon, après, on a par exemple, Renoir a peint le jardin d'essai d'Alger. Il y a au moins 2 tableaux qui le représentent, et c'est des lieux touristiques aussi, donc à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est des lieux emblématiques, des lieux touristiques qui ont été représentés par les artistes comme d'autres lieux de ce type qui sont des sortes d'amers dans le paysage colonial. Alors sur votre deuxième question, elle est très intéressante et très importante. Dans les flores qui sont illustrées, il y a des planches qui sont peintes ou dessinées par alors pas par les scientifiques, effectivement, par des artistes, et qui sont en général des artistes locaux. On le voit beaucoup dans les jardins indiens, dans les jardins de ce qu'on appelait Ceylan, donc au Sri Lanka. Vous avez des personnages dont on connaît quand même le nom parce qu'ils signent les planches, même si on ne sait pas grand-chose de plus d'eux, qui ont produit des dizaines et des dizaines de planches de fleurs, de plantes et d'arbres d'une très très grande qualité. Alors, les artistes indiens étaient reconnus à l'échelle de l'Empire britannique et à Kew Gardens
pour leur capacité justement à rendre compte avec précision des plantes. C'était attribué à des dons spécifiques et surtout à des formations à la miniature, qui sont aussi des traditions locales. Donc là, il y a des choses intéressantes. Et justement, dans ces opérations de décolonisation des collections, il y a la volonté aussi d'essayer de faire émerger tous ces artistes, au moins leur nom, pour montrer leur contribution aux productions scientifiques liées à l'activité des jardins. J'en ai une, sinon. C'est un peu lié à la question précédente. C'était est-ce que ces jardins sont payants? Est-ce que c'est fait pour être accessible pour tout le monde? Est-ce que c'est quelque chose où certaines personnes n'ont pas le droit d'aller? Alors, ils ne sont pas payants, à quelques exceptions près sur des moments très, très courts, mais comme on le disait tout à l'heure, il y a parfois des exclusions ou des jours réservés. Voilà, mais c'est très, très divers et c'est compliqué de savoir. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a peut-être des gens qui n'avaient pas envie d'aller au jardin botanique parce que même si c'est joli, c'est quelque chose qui est très lié à la présence coloniale. Donc, il faut imaginer ça comme ça. Après, c'est pas des lieux où l'on entre si facilement que ça. C'est des lieux qui sont fermés, grillagés la plupart du temps, ou isolés sur une île, comme c'est le cas du jardin botanique de Calcutta. Donc, c'est compliqué. C'est une démarche aussi que de s'y rendre. Et il faut franchir ces grilles. Et les grilles, c'est pas anodin, parce qu'il y a toute une histoire de l'érection de ces grilles dans les jardins botaniques qui vise justement à mieux marquer le dedans, le dehors et à mieux exercer le contrôle des gardiens, voire de la police municipale sur ce qui se passe dans le jardin. Donc c'était des lieux à la fois qui pouvaient être des lieux de débauche, mais des lieux très surveillés aussi. Donc voilà, c'est... J'ai une petite question qui est un peu liée à ça. Quelle est la place des enfants dans les jardins? Parce qu'il y a sûrement une vocation un peu pédagogique de pouvoir montrer des choses pour apprendre les plantes. En même temps, les enfants, c'est turbulent. Oui, alors, il y a beaucoup de photos du 19e siècle d'enfants de colonisateurs, d'enfants européens dans les jardins, parce que là encore, ça sert de décor. Après, on sait que les enfants allaient au jardin, parce que souvent c'était, alors je l'ai peut-être pas dit ça, mais dans beaucoup de villes coloniales, c'était le lieu avec un peu de verdure. Il n'y avait pas des squares à tous les coins de rue. Donc, les enfants les fréquentent et les directeurs, effectivement, n'y sont pas très favorables. Par exemple, dans un des jardins indiens que j'ai un peu étudié, le directeur demande à ce que les enfants ne viennent pas accompagnés de leur nounou indienne, en lesquels visiblement ils n'ont pas confiance, mais qu'il y ait toujours au moins un de leurs deux parents présents pour les sorties au jardin botanique. Donc, on voit bien que ça ne le réjouissait pas. À La Réunion, le directeur va accepter, mais après plusieurs demandes, d'installer quelques jeux pour les enfants dans son jardin botanique. Voilà, du cricket ou quelque chose comme ça, un petit terrain où les enfants peuvent s'ébattre. Mais là aussi, on sent que c'est un peu à contre-cœur et parce que c'est demandé par une élite coloniale qui, par ailleurs, participe de la vie du jardin et qu'il faut contenter. Merci pour votre intervention. Moi, ce que je voulais savoir, c'est par rapport à l'ingénierie coloniale, quelle était en fait, l'importance de créer ces jardins botaniques quand on sait que, on va dire, dans la hiérarchie, c'était surtout de dominer en fait les populations, et à quelle étape en fait on va dire le fait de dominer la nature intervenait en fait parmi les colons, les gouverneurs et tout ce qui s'en suivait. Alors, c'est une vaste question, mais si on se demande à quoi servent les jardins, ils servent à plusieurs choses. Alors, ils ont une utilité économique parce qu'ils permettent d'identifier des plantes qui sont rentables pour les métropoles.
Donc là, on est dans une logique de domination et ça a des effets très forts. C'est-à-dire que si on estime que les plantes cultivées sur place ne sont pas rentables et qu'il faut les remplacer par autre chose, qu'on teste cette autre chose dans le jardin et qu'on diffuse dans la colonie, on modifie complètement les moyens de subsistance aussi des populations locales. Donc si la question c'était est-ce que les jardins participent à la domination coloniale, oui, ils y participent comme ça. Ils y participent aussi sur le plan symbolique, parce que, comme on l'a vu un peu rapidement, ils disent quel doit être l'ordre de la nature, comment on doit classer les plantes, comment on doit les appeler, et donc tout ça ressort d'une vaste opération, si vous voulez, de domination culturelle et savante qui est très importante, avec ce qu'on a évoqué aussi, tout un effacement des savoirs locaux, vernaculaires, qui lui aussi est une opération de domination. On évoquait ces miniaturistes et ces peintres tout à l'heure, mais ce qui est assez incroyable, c'est que même les directeurs qui les utilisent beaucoup et dont on sait qu'ils communiquent ensemble, etc., lorsqu'ils font la préface de leurs œuvres, ne nomment pratiquement jamais et ne remercient jamais ses collaborateurs. Ils pensent à remercier leur femme qui a fait l'index des plantes, ils pensent à remercier toute la hiérarchie de la colonie, mais pas ces individus qui sont pourtant là au quotidien avec eux et qui travaillent avec eux. Et donc là aussi, dans ce sens-là, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais les jardins participent. Voilà. Alors la domination n'aurait pas été moindre sans les jardins, mais ils sont un élément parmi d'autres de l'exercice de ce qu'on appelle le gouvernement colonial. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, on peut tout à fait lever la séance et vous remercier encore une fois pour la présentation de ce livre. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.